Bonsoir, fidèles téléspectateurs de CCTV. Grande est notre joie de vous connaître, de savoir nombrer d'abord à ces programmes, rendez-vous que vous aimez. Nous allons recevoir pour vous un grand. Vous allez découvrir ces grands et surtout ses réalisations. Et pour finir la dernière rubrique, notre grand nous parlera de toutes les actualités possibles, mais on va plus focaliser, on va plus marteler sur l'après-COP. Et vous allez en savoir plus, parce que lui, Durkaba, ministère de l'Environnement et Développement, vice-primature, ministère de l'Environnement et Développement durable, et vous allez en savoir plus sur ces pré-COP. Alors, sans plus tarder, nous allons d'abord saluer notre grand de ce soir que vous allez découvrir. Bonsoir, monsieur Héritier Mpiana Durkaba, VPM, vice-primature, ministère de l'Environnement et Développement durable. Bonsoir à vous, bonsoir également à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Voilà, la première rubrique qui est monsieur Héritier Mpiana. C'est compliqué pour vous parler de vous, hein, c'est très compliqué cette rubrique, mais on doit respecter un peu les différentes rubriques de notre émission. Oui, merci, c'est toujours difficile de parler de soi-même. Il a toujours été aisé lorsqu'on parle de vous. Et on peut toujours faire un petit exercice pour dire aux téléspectateurs que monsieur Héritier Mpiana, c'est un Congolais. Des pères et des mères, bien sûr. Même si beaucoup de gens ont toujours été un peu confus lorsqu'ils suivent mon nom comme Héritier Mpiana Pierre, héritier comme prénom, Mpiana comme nom et Pierre comme post-nom. Parfois ça met des gens en confusion, mais c'est un peu ça mon nom. Je suis né d'une famille de 7 enfants. Moi-même je suis deuxième de la famille. Tous en vie. Tout le monde est en vie. Sauf que mon père nous a laissé il y a un peu 6 ans, depuis quelques années. Et donc je suis directeur de cabinet du vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, avec laquelle je parle de la VPM, avec laquelle j'ai travaillé, ça fait plusieurs années. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble pour essayer de tenir les flambeaux de l'environnement en République démocratique du Congo. J'ai été plusieurs fois chef de délégation du ministère de l'Environnement dans beaucoup de conférences à travers le monde. On a été comme négociateur à la COP 26 à Glasgow, en Grande-Bretagne. J'ai été chef de délégation de la RDC aux travaux préparatoires de la COP 15 sur la biodiversité. J'ai été chef de délégation dans beaucoup d'autres missions, notamment à travers l'Afrique, en Europe et même en Amérique. Donc tout ce jour au service de la nation, nous travaillons pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Je ne vais pas oublier que je suis également président du conseil d'administration de la fondation Héritier Mpiana Pierre, une fondation qui porte mon nom. En tant qu'entrepreneur social, nous travaillons également pour aider nos populations à travers la ville de Kinshasa, mais un peu plus à travers la ville de Chikapa dans la province du Kasaï, où nous avons mené plusieurs actions dans la campagne Santé au Félé, une campagne qui nous a permis, avec les médecins que nous avons amenés de Kinshasa, de faire un travail de titan sur place dans la ville de Chikapa, où nous avons eu la grâce de Dieu pour que nous puissions traiter sur fonds propres de la fondation plus de 850 personnes gratuitement. Des gens qui ont été traités par les médecins, n'est-ce pas? Ils ont été consultés. On les a donné des médicaments, on a fait des examens médicaux, il y en a même qui ont été opérés. Sur les 850 personnes, nous avons enregistré à peu près 45 interventions chirurgicales, et tout ça sur fonds propres de la fondation Héritier Mpiana Pierre. Nous avons encore beaucoup d'autres projets que nous avons pensé faire, que nous avons planifié pour la ville de Kinshasa et pour
pour la ville de Tshikapa plus précisément, là où nous avons beaucoup focalisé notre action, parce que c'est un peu notre base, quoi. Et en dehors de la Fondation Héritier Mpiana, nous sommes aussi membres du mouvement de libération du Congo, membres du comité exécutif national, je suis secrétaire national adjoint en charge des pétantiques, les partis chers au président Jean-Pierre Bemba, que je salue en passant avec beaucoup de respect. Donc, nous sommes là, nous nous battons aux côtés du président Jean-Pierre Bemba pour aider la République à travers l'Union sacrée pour la nation, où l'MLC a adhéré avec la vision, bien entendu, du président Jean-Pierre Bemba pour que nous puissions, n'est-ce pas, sauver la nation congolaise, essayer de faire tant soit peu, de la bonne manière, comment nous pouvons contribuer avec notre expertise afin d'aider la population congolaise à atteindre un véritable développement. Oui, monsieur Etienne Mpiana, très content, et je crois bien, c'est l'occasion faisant l'arrêt, hein, donc on va directement savoir. Vous avez peut-être des souvenirs que vous gardez, mais quel événement heureux de votre vie, quand vous y pensez, ça vous donne beaucoup de joie, et en même temps, juste après, quel événement malheureux, quand vous y pensez, ça vous donne vraiment de l'amertume et vous avez mal au cœur? Je vais vous surprendre parce que personnellement, je retiens difficilement les événements malheureux. En tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'il y a un cas difficile qui m'arrive, je regarde toujours vers l'avant et je dis merci à Dieu. Comme la Bible nous dit, en toutes circonstances, nous devons rendre grâce à Dieu. Et en termes d'événements heureux, je peux dire qu'il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup dans ma vie. Et les seuls événements heureux que je peux souligner aujourd'hui, c'est le fait que Dieu m'ait donné la vie. Ça, c'est extraordinaire, en dehors de tout ce que l'on peut avoir comme faiblesse. Mais tant que nous avons la vie, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Dormir et se réveiller, c'est pas un hasard. Lorsqu'on a la possibilité de nous réveiller comme ça, on ne peut que dire merci à Dieu. Et puis, pour le reste, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le comportement humain, dans vos relations, qu'est-ce que vous ne supportez pas, surtout sur le plan comportemental? Sur le plan comportemental, ce que je ne supporte pas, généralement, c'est la traîtrise. Je déteste tous les traîtres. J'aimerais bien, lorsqu'il y a un problème, en parler en face avec quelqu'un et en finir une fois pour toutes, parce que je suis un enfant de Dieu, je sais comment pardonner. Si il en est de même avec moi, si je me rends compte que j'ai fait du mal à quelqu'un, je m'approche toujours de lui pour essayer de créer une réconciliation et créer la paix. Mais il y en a qui se caractérisent par la traîtrise, qui aiment toujours marcher les dos des autres. Bon, tout ça, bon, ça fait partie de la vie, ça fait partie des histoires avec lesquelles nous sommes obligés de faire avec. Mais en tout cas, à mon avis, aucun problème avec quelqu'un. L'homme politique africain qui vous a plus marqué et l'homme politique congolais qui vous a plus marqué et qui vous a peut-être orienté, donné le goût de faire la politique? L'homme politique africain qui m'a plus manqué, il n'y a que Jean-Pierre Bemba. Oui, Jean-Pierre Bemba, j'étais encore jeune, c'était en 2006 lorsque moi j'ai adhéré au mouvement de libération du Congo. J'ai suivi les discours du président Jean-Pierre Bemba avant la campagne électorale, lorsqu'on lui avait posé une question sur la façon dont on peut terminer avec la guerre à l'est du pays. Il avait dit, je cite, ce qui peut finir la guerre, ce n'est pas le nombre de munitions ou encore le nombre de militaires, mais c'est tout simplement la détermination et la tactique de combat. Dans la vie, lorsque vous avez un problème, lorsque vous avez un projet, il suffit seulement que vous soyez déterminé et que vous mettiez devant vous un certain nombre de stratégies, vous allez voir que vous allez réussir. D'abord, la détermination. J'avais beaucoup aimé et depuis lors, j'avais eu l'inspiration de l'homme
et aujourd'hui je suis en politique. Et là c'est au niveau africain. J'ai toujours considéré le président Jean-Pierre Bemba comme un leader africain. Et au niveau continental, il y a cette dame de fer, Madame Eva Zaïba. C'est elle qui m'a façonné, c'est lui qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Avec elle, j'ai une école qui a fait que je puisse grandir, je puisse me façonner, je puisse devenir un monsieur, tel que je suis là. Et je me bats pas mal en politique. C'est grâce à elle. C'est elle qui m'a beaucoup plus inspiré aussi. Alors, préférence alimentaire, vous aimez plus quoi? En termes d'alimentation, j'aime bien du riz au poulet. C'est mon repas préféré. Et votre tenue préférée? Bon, ma tenue préférée, généralement, c'est toujours la tenue des sports. Lorsque je suis en tenue des sports, je suis très à l'aise. Parce que je sais que ça va me permettre de me déstresser. Et puis, vous aussi pratiquez le sport? J'aime bien le football. Quelle équipe que vous aimez? FC Barcelone. Et au niveau national? Au niveau national, j'aime bien le tout-puissant Mazembe. C'est mon équipe préférée. Avec cette génération des Kasosola Kiricho, Kassongo et Robert Kidiaba. Et lorsque vous regardiez également un joueur tel que Moulé Kelai qui jouait au tout-puissant Mazembe. Il y avait également des joueurs comme Trésor Mputu qui est venu juste après, avec une très bonne génération qui a fait vraiment le meilleur temps du football congolais. En tout cas, j'aime bien les tout-puissants Mazembe. Très bien. Alors, on va boucler, hein, parce qu'il y a aussi d'autres rubriques qui sont aussi très importantes. Père de famille, votre épouse, vos enfants qui vous suivent, un petit coucou? Ah oui, je suis père de famille, une jolie dame, ma chérie Irène Mboui, avec mes 4 jolies filles. Je les aime bien, Merlina, Evelina, Serena, Ariela. Coucou à vous. Très bien. Deuxième rubrique, nous allons plus parler de la Précope 27, mais avant qu'on y arrive, la tournée de Jean-Pierre Bemba Gombo, Grand Équateur, un mot, parce qu'il y a tant de polémiques. Les gens qui voulaient transformer son message, son discours aimé, je ne sais pas, un discours qui sépare l'Équateur Nord, Équateur Sud, Équateur Sud. Vous, en tant que leader, cadre du parti, vous pouvez quand même orienter un peu tout ce qui peut-être auront des confusions là-dessus. Il y a toujours des gens qui se trompent en regardant le président Jean-Pierre Bemba lorsqu'ils le réduisent à un leader de l'Équateur. J'ai eu des discussions avec beaucoup d'entre ces genres de personnes. Je les ai dit, ben écoutez, Jean-Pierre Bemba, c'est un leader africain. C'est un grand leader. Il est vrai qu'avec aujourd'hui ces tournées à travers les différentes provinces, il a été question pour lui de pouvoir chercher comment communier avec la population congolaise. Vous imaginez qu'il est resté à peu près 10 ans à l'extérieur du pays, à La Haye. Vous savez les conditions dans lesquelles il est parti. On ne veut pas y revenir. Et depuis qu'il est rentré, il n'a pas encore eu le temps. Il n'avait pas encore eu le temps de sillonner à travers la République pour communier avec sa population. La dernière tournée qu'il avait effectuée, c'était depuis les élections de 2006. Et depuis lors, il n'avait pas fait ça. Et aujourd'hui, il a voulu commencer à sillonner à travers la République pour communier avec la population, essayer un peu de comprendre réellement quels sont les besoins réels de la population. Vous savez, lorsqu'on est aux côtés du chef de l'État, je voudrais souligner aujourd'hui que le président Jean-Pierre Bemba, c'est en tout cas, je peux dire, un allié par excellence du chef de l'État aujourd'hui. Et lorsqu'on est aux côtés du président de la République, on ne peut pas y être pour ne pas donner une valeur ajoutée à ce que les Congolais attendent de lui. Et pour bien y arriver, il lui fallut qu'il soit en contact direct avec la population, et c'est ce qu'il a commencé à faire à travers des tournées à Lissala, à Guémena,
et à Bwende, à Mbandaka et partout ailleurs. Aujourd'hui, il a été ici, il a effectué une descente à Kinshasa, dans la commune de Bandalungwa, où il a également communié avec les militants du mouvement de libération du Congo, et il va continuer à le faire. Il descendra dans les Kasaï, chez moi, à Chikapa, parce qu'il est attendu là-bas, et il est attendu là-bas. Il arrivera à Mbujimai, il arrivera également à Kananga, et donc c'est pour lui une façon de communier avec la population, mais aussi de s'imprégner réellement de la réalité actuelle, de ce que vive la population comme situation. C'est ce qui peut lui permettre désormais d'être aux côtés des chefs de l'État, au sein de l'Union sacrée, mais aussi de lui faire des propositions concrètes sur les attentes de la population. Dans tous ses discours, vous avez suivi, il l'a toujours martelé sur la façon dont les Congolais doivent se comporter, d'abord en bannissant les tribalismes. Le tribalisme ne peut pas nous avancer. Aujourd'hui, le monde, pour évoluer, compte sur la mondialisation, pas sur la tribalisation. Ça, ce sont des valeurs négatives qui ne peuvent pas faire avancer non seulement la République démocratique du Congo, mais aussi toutes nos provinces. Ça, c'est ce que j'aime dans les langages de l'homme. Ça, c'est ce que j'aime dans les langages du président Jean-Pierre Bemba. Et j'ai beaucoup aimé dans tous ses discours, même partout où il passe, après avoir communié avec la population, il souligne sur la pertinence aujourd'hui tourner le cap vers le développement du pays. Il a parlé du programme des 145 territoires, un programme très ambitieux. Si nous nous y mettons, nous pouvons arriver à un véritable développement de notre pays. Ça doit être soutenu. Et c'est la bonne manière, c'est ça la bonne manière de soutenir les chefs de l'État, et que d'y aller par des valeurs perverses, d'y aller par des valeurs qui ne nous avancent pas. Le tribalisme ne va jamais nous avancer. Moi, je soutiens vraiment tous ces discours, tous les discours du président Jean-Pierre Bemba partout où il est passé. Je crois que c'est ce genre de discours qui peut permettre à ce que la République démocratique du Congo puisse se développer. Comment est-ce que les gens ont transformé ces discours-là, un discours aîné? Personnellement, je n'ai suivi aucun discours aîné du président Jean-Pierre Bemba. Il a rappelé toutes les populations à l'unité, partout où il passait. Il a appelé tout le monde à privilégier la cohésion nationale et la cohésion dans toutes les provinces. Malheur à ceux qui pensent qu'à travers la tribalisation, à travers les tribalismes dans nos provinces, ils peuvent asseoir leur leadership. Mais cela n'est pas le cas pour le président Jean-Pierre Bemba. Lui, partout où il est passé, il a prêché l'unité nationale, il a prêché la cohésion, il a prêché en tout cas les valeurs morales pouvant nous permettre à ce que nous puissions nous développer. Et parmi ces valeurs, c'est l'unité, c'est l'harmonie, c'est l'amour de la patrie, mais c'est aussi demander à ce que tous les Congolais acceptent de bannir toutes les valeurs négatives pouvant nous faire reculer. S'il y en a qui interprètent mal son discours, ce ne sont que des personnes de mauvaise foi. Des gens comme ça ne peuvent pas faire avancer les pays. Voilà. Pré-COP 27. Déjà, on veut savoir les deux segments. Le premier segment, c'est à Yangambi. Et nous avons suivi en direct de la RTNC les images et le lancement, les scientifiques qui sont réunis. Maintenant, dites-nous clairement, c'est quoi en fait? Ça nous amènera quoi, cette réunion des scientifiques? Avant de parler de la réunion des scientifiques, qui fait partie également des activités de la pré-COP, qui sont organisées en République démocratique du Congo cette année, je voudrais quand même que les téléspectateurs comprennent qu'est-ce qu'est la COP, qu'est-ce qu'est la pré-COP. La COP, c'est la conférence des partis. C'est ça même l'abréviation de ces mots, la COP, conférence des partis. Depuis plusieurs années, les États du monde se sont réunis après avoir constaté plusieurs effets négatifs liés au réchauffement de la planète. Le réchauffement de la planète qui a été la résultante même des activités de l'homme. Ces activités de l'homme ont fait à ce que à chaque année, on a constaté l'augmentation de la température moyenne au monde.
cette augmentation de la température moyenne a fait que nous voyons des modifications climatiques. Le climat s'est modifié à travers le monde et les conséquences, c'est qu'il y a eu par exemple des inondations. On a constaté des inondations à travers les différents pays du monde. On a constaté des ouragans, des catastrophes naturelles qui sont arrivées à travers certains pays du monde. Il y a eu des sécheresses, comme ici chez nous. Nous sommes à Kinshasa par exemple, où vous constaterez que généralement, déjà à partir du 15 août, nous avons des premières pluies après la saison sèche. Mais aujourd'hui, nous sommes déjà au-delà du mois de septembre, nous n'avons pas encore des pluies. Ce qui fait également partie des dérèglements climatiques que notre pays a enregistré. L'année passée, par exemple, nous avons enregistré des inondations. Pour ceux qui vivent à Limete, dans les quartiers Kingabwa, vous avez constaté qu'il y avait eu des inondations de manière inhabituelle. Des gens ont vu leur maison inondée par les eaux. Tout ça, ce sont les effets du changement climatique. Il est arrivé également dans d'autres provinces, telles que dans les Tanganyika, même dans la province du Nord Kivu, où on a vu que les lacs ont débordé. Tout ça, ce sont les effets du changement climatique. Et donc, après avoir constaté ces effets néfastes du dérèglement climatique, les pays du monde se sont réunis. C'était en 1992, où ils ont signé la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. À travers cette convention, les États du monde se sont mis d'accord pour pouvoir désormais changer leurs habitudes afin de réduire les effets de changement climatique. Et c'est en 1995 qu'il y a eu la première COP. Là, c'était à Kyoto. Et cela a produit ce qu'on appelle aujourd'hui les documents qui a été produit à Kyoto, les protocoles de Kyoto. Les protocoles de Kyoto a permis à ce que à travers ces protocoles, tous les pays puissent s'engager désormais à changer les habitudes, à prendre des mesures d'atténuation, n'est-ce pas, et à prendre également des mesures d'adaptation au changement climatique. Étant donné que nous vivons les changements climatiques, étant donné que le climat est en train de subir des modifications, nous sommes obligés, non seulement nous sommes obligés de nous adapter à ça, c'est ça ce qu'on appelle l'adaptation. Nous sommes obligés de nous adapter au dérèglement climatique. Étant donné que ce dérèglement climatique c'est une réalité, nous sommes obligés également d'admettre dans nos politiques un comportement pouvant permettre à ce que nous puissions atténuer les effets de changement climatique. C'est pourquoi, généralement, lorsqu'on parle de changement climatique, on parle de l'atténuation et de l'adaptation. Là, c'était avec le protocole de Kyoto qu'il y a eu la première COP. Après, il y a eu d'autres COP, notamment en Argentine, à Buenos Aires. Il y en a eu d'autres à Genève. La COP 2, c'était à Genève, en Suisse. Il y a eu beaucoup d'autres COP jusqu'en 2015 plutôt, où nous avons eu la COP 21 qui a eu lieu à Paris, qui a donné naissance à ce qu'on appelle l'accord de Paris. L'accord de Paris a permis à ce que les États puissent prendre encore beaucoup plus d'engagement afin de lutter contre les changements climatiques. C'est d'ailleurs avec l'accord de Paris que les États ont accepté de pouvoir contribuer désormais avec environ 100 milliards de dollars afin de lutter contre les changements climatiques. Malheureusement, cet engagement des États développés, des pays les plus avancés, comme on les appelle, n'a jamais été respecté jusqu'à aujourd'hui. En Afrique, il y a eu des COP telles que la COP de Marrakech. À Marrakech, c'était au Maroc. Il y a eu également une deuxième COP toujours au Maroc. Il y a eu une autre COP, c'était à Durban, en Afrique du Sud. Et pour la 4e fois aujourd'hui, la COP est organisée en Afrique, c'est en Égypte, à Sharm el-Sheikh, où on va avoir la COP 27. La COP 26 avait eu lieu en Grande-Bretagne, à Glasgow, où nous nous étions retrouvés. Il y a eu beaucoup de discussions pour demander à ce que l'engagement soit réel de la part des différents pays du monde, mais surtout de la part des pays développés, qui sont les premiers pollueurs aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'ils résistent? Pourquoi est-ce qu'ils sont hésitants et l'engagement n'est pas toujours respecté? Vous savez, aujourd'hui, le pacte climatique, c'est un enjeu qui est mondial, avec beaucoup d'incidences sur tous les plans. Sur les plans économiques,
parce qu'il s'agit des pays développés qui polluent le monde à travers l'industrialisation. Lorsque vous leur demandez aujourd'hui de réunir leurs émissions de gaz à effet de serre, il s'agit également, entre autres, de mettre aux arrêts, n'est-ce pas, certaines industries. Pas facile. Ce n'est pas facile parce que ça a des répercussions sur le plan économique dans ces pays-là. Il s'agit également d'un engagement, il y a aussi des enjeux politiques. Des enjeux politiques, pourquoi? Vous savez, c'est à travers ces négociations que certains pays, par exemple, affirment leur leadership planétaire. Je vous ai parlé de l'accord de Paris, où la France avait pris le leadership, n'est-ce pas, à travers le monde, des enjeux climatiques. Après la France, il y a également les États-Unis qui, après l'engagement pris par le président Barack Obama à travers l'accord de Paris, lorsque le président Donald Trump est arrivé au pouvoir, il s'est retiré de l'accord de Paris. Et surtout, qu'il y a aujourd'hui beaucoup de conflits politiques, mais aussi économiques, entre les pays développés eux-mêmes, donc les États-Unis et la Chine. Donc tout ça, ça fait partie des enjeux planétaires. C'est pourquoi la question climatique n'est pas seulement une question de la République démocratique du Congo, mais aussi c'est une question planétaire. Il faut un leadership fort. Il faut un leadership fort comme nous l'avons aujourd'hui à travers notre pays, les chefs de l'État qui donnent le ton, mais aussi avec son Excellence Madame le Vice-Premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, qui a su aujourd'hui imprégner un nouveau leadership et permettre à ce que nous puissions sceller le leadership planétaire de la RDC sur le plan climatique. Je voudrais également souligner un autre enjeu. Je reviens ici en Afrique. Avec le réchauffement climatique, il y a par exemple le lac Tchad qui a connu un degré d'assèchement très important. Et pour pallier à cela, il faut prendre les eaux de la rivière Ubangui, en République démocratique du Congo, pour essayer de subvenir à l'assèchement du lac Tchad. Or, en prenant les eaux de la rivière Ubangui, il y a beaucoup d'autres pays de la sous-région qui seront impactés. Et surtout que la rivière Ubangui, c'est aussi l'un des affluents du fleuve Congo. Le fleuve Congo qui, aujourd'hui, est l'un des plus grands fleuves à travers le monde après l'Amazonie. Donc, nous, RDC, si nous acceptions, parce qu'on n'a jamais accepté cela, si nous acceptions de céder les eaux, si nous acceptions de céder les transféремents des eaux de la rivière Ubangui vers les lacs Tchad, ça aura des incidences non seulement sur les bassins du Congo, sur les eaux du bassin du Congo, mais aussi sur certains autres pays de la région. Et surtout que les pays comme l'Égypte, ainsi que les autres pays du bassin du Nil, sont nourris à travers nos eaux. Je voudrais également souligner que c'est à travers les forêts de la République démocratique du Congo qu'il y a la pluie, par exemple, au Kenya. Si nos forêts ne sont pas bien entretenues, si nous ne prenons pas bien soin de nos forêts, ou si nous faisons disparaître nos forêts, il n'y aura pas de pluie au Kenya. Vous comprenez? Et s'il n'y a pas de pluie au Kenya, c'est beaucoup d'autres pays qui seront affectés. Donc voilà pourquoi, aujourd'hui, ce n'est jamais facile, il faut toujours aller de négociation en négociation, de la COP 26 à la COP 27, en passant par la pré-COP qui va être organisée dans notre pays, avec les segments ministériels au Palais du Peuple à Kinshasa, du 3 au 5 octobre, mais aussi avec la réunion des scientifiques qui se tient actuellement à Yangan, à l'ouest de la Tchotro. En quoi se justifie, en fait, la justification de l'appellation Pays Solution, RDC Pays Solution? Et la deuxième question, profitez en même temps pour répondre. Les Congolais aimeraient savoir, parce qu'il y a aussi le social du peuple qui compte. Pré-COP, oui, mais la vie des Congolais, comment est-ce qu'on peut matérialiser cela? Il y a eu pré-COP 26, il y a eu COP 26. Qu'avons-nous obtenu sur le plan pratique, sur le plan financier, parce que les gens aussi se posent cette question. C'est la même question qui revient toujours, mais je vais vous dire que la RDC a beaucoup à gagner en dehors de ce que nous avons déjà gagné. D'abord, s'il faut revenir à votre première question, vous vous souviendrez que dans notre pays, avant, nous étions classés sur les tableaux de lamentation. On pleurnichait. Et parfois,
il y a des délégations de la RDC qui participaient à des conférences à travers le monde, mais qui manquaient des discours. Il y a l'exemple, par exemple, il y a l'exemple de ceux qui ont participé à la conférence de Rio de Janeiro, où on leur demandait, mais qu'est-ce que nous devons à la RDC, mais ils ne savaient pas quoi dire, ils ne savaient pas quoi demander. Mais aujourd'hui, alors que l'année passée, son Excellence, Madame le Vice-Premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, participait à une réunion ministérielle à Londres, c'était la réunion préparatoire de la COP 26, on a retrouvé certains hauts responsables en train de pleurer, des hauts responsables de différents pays du monde, lorsqu'ils ont reçu les rapports des experts des Nations Unies qui ont dit, ben écoutez, si le monde ne prête pas attention, d'ici 50 ans, il y a certains pays qui vont disparaître de la carte du monde à cause des conséquences liées au changement climatique. Parmi ces pays, il y avait par exemple les îles Marshall, il y avait l'île Monaco, et bien d'autres pays du monde qui ont commencé, des gens qui ont commencé à pleurer, des ministres qui ont pleuré. Et en pleurant, ils disaient, mais où est-ce que nous allons trouver des solutions? Nous avons besoin des forêts pour séquestrer les gaz à effet de serre qui sont émis par les pays industrialisés. On a besoin des eaux pour subvenir à ce qui en manque aujourd'hui. Nous avons besoin des minerais stratégiques pour que nous puissions beaucoup plus fonctionner avec des voitures électriques en lieu et place de continuer à utiliser des voitures polluantes. Et en leur regardant, son Excellence, Madame Eve Bazaïba a dit, mais écoutez, vous êtes en train de pleurer pendant qu'au Congo, nous avons des solutions. Depuis longtemps, personne n'avait ces discours-là. Dans la vie et dans chaque institution, il faut toujours un vent nouveau. Lorsqu'elle est arrivée, elle leur a dit, ben écoutez, les forêts de la RDC, c'est 155,5 millions d'hectares de forêts humides. Les eaux de la RDC, les ressources hydrauliques, c'est 10% d'eau douce du monde. Vous prenez tous les pays du monde, les eaux que nous avons, les ressources hydrauliques que nous avons, c'est 10%. Vous prenez tous les pays africains, 54 pays africains, les eaux douces que nous avons, c'est 52%. Donc les autres pays là, vous prenez à peu près 53 pays et ils se partagent 46% d'eau douce. Et le reste, c'est chez nous. Et en plus de ça, nous avons nos minéraux stratégiques, les coltans, pour la fabrication des cartes mères qui peuvent faire fonctionner aujourd'hui les voitures électriques. Les cartes mères, nous en avons dans nos ordinateurs, nous en avons également dans nos téléphones. Nous avons le lithium pour la fabrication des batteries. Nous avons également les cobalt pour la fabrication des fils électriques qui font fonctionner les véhicules électriques. Eh bien, elle les a regardés, elle a dit, ben écoutez, vous êtes en train de pleurer pour rien. Le Congo, c'est un pays solution. Nous avons la solution. Ils ont cru à ça. Bien sûr, ils n'ont qu'à croire parce que c'est naturel. Nous ne sommes pas en train d'inventer. Aujourd'hui, le leadership planétaire de la RDC sur le plan climatique est naturel. Ce sont des richesses que Dieu a dotées à notre population. Et nous leur disons, nous ne pouvons pas continuer, n'est-ce pas, à être appelés pays pauvres, très endettés, alors que nous avons toutes ces ressources. Ce que nous voulons, c'est que vous puissiez amener des moyens. Lesquels moyens va permettre à ce que nous puissions investir dans ces minéraux stratégiques, nous puissions investir dans ces forêts, nous puissions investir dans ces ressources hydrauliques, pour que nous puissions, non seulement, lorsqu'on investit dans les ressources hydrauliques, on diminue la pression sur les forêts, et on lutte contre les changements climatiques. Et pendant ces temps, nous aussi, nous allons atteindre un développement durable. À travers, par exemple, un investissement sur Inga 3, nous avons la possibilité, aujourd'hui, n'est-ce pas, de donner du courant à tous les pays limitrophes de la RDC. Mais on ne va pas seulement s'arrêter là. Avec Inga, on peut donner du courant aux autres pays africains. Donc c'est un impact visible. Et tous ces pays, partout où on utilise les bois de chauffe, n'est-ce pas, pour la cuisson, partout où on utilise les bois pour les boulangeries, partout où on utilise les bois
où on coupe les arbres, par exemple, pour faire, je sais pas moi, les braises. On va désormais utiliser les courants électriques et on aura trouvé la solution vis-à-vis du changement climatique. On aura préservé nos forêts. Et c'est là qu'est venu, n'est-ce pas, les concepts RDC pays solution. Et c'est là que les Congolais lambda, chaque Congolais, partout où il est, parce que là, les uns et les autres nous ont dit, ben écoutez, comme vous avez des forêts, il faut les préserver. Nous leur avons dit, ben écoutez, nous allons préserver nos forêts. Et en contrepartie, qu'est-ce que nous gagnons? Les Congolais qui vivent dans les forêts, les Congolais qui vivent de ces forêts, qu'est-ce qu'ils vont gagner? En contrepartie, nous voulons une compensation équitable, pouvant permettre à ce que nous puissions investir dans nos forêts, dans nos minerais stratégiques, dans nos ressources hydrauliques, mais aussi dans notre immense biodiversité. Nous avons une biodiversité, en tout cas, hors concurrence. Et avec nos aires protégées, tout ça, ce sont des potentialités énormes, sans compter nos blocs pétroliers qui, aujourd'hui, peuvent nous donner assez de moyens afin que nous puissions développer notre pays et chaque Congolais va se retrouver. Ce qui manquait avant, c'était la volonté. Maintenant que nous avons la volonté, vous voyez que, je vais donner un petit exemple, nous avons connu beaucoup de gouvernements, mais il était difficile d'atteindre à peine un petit budget de 3-4 milliards de dollars. Et généralement, ces budgets-là de 3-4 milliards étaient toujours soutenus par des apports extérieurs. Mais cette fois-ci, au bout d'un mois seulement, nous avons un gouvernement qui est capable de mobiliser 1 milliard de dollars. Et donc, pendant 12 mois, c'est facile d'atteindre un budget de 12 milliards. Et d'ailleurs, pour 2023, je voulais féliciter tous les membres du gouvernement. Pour l'an 2023, notre budget est évalué à 4,5 milliards de dollars. Donc, ce qui veut dire que avec cet engagement, avec cette détermination, comme le disait le président Jean-Pierre Bemba, nous pouvons nous développer assez facilement. Alors, pour finir un peu, j'aimerais se conclure, donner un peu de grandes lignes, juste deux mots seulement, concernant les deux segments, parce que les gens doivent retirer quelque chose. Concernant Yangambi, du 5 au 7, ça prendra déjà fin, parce que les gens nous suivent déjà, c'est vendredi que vous suivez cette émission. Et qu'est-ce que les scientifiques vont faire, en termes clairs, en un mot, et du 3 au 5, segment ministériel, ça aura quel impact, juste pour éclairer un peu l'opinion? Nous avons des scientifiques qui sont venus de tous les pays du monde. Il y en a qui sont venus de l'Indonésie, de Singapour, de la France, de la Belgique, des États-Unis. Ce sont des universitaires qui sont venus avec comme objectif nous dire réellement quel est l'apport des différents bassins tropicaux que nous avons, des différents bassins tropicaux pour lutter contre les changements climatiques. Et plus précisément, les bassins du Congo, les bassins de l'Amazonie et les bassins de l'Indonésie. Quel est l'apport de ces bassins dans la lutte contre les changements climatiques? Au sujet de taxe carbone. Et c'est lorsque l'on saura l'apport de tous ces bassins que l'on dira, ben écoutez, notre capacité de séquestration des gaz à effet de serre est d'autant, notre carbone est d'autant, à travers nos tourbières également, nous avons autant de capacités de carbone. Voilà, nous pouvons maintenant obliger aux pays pollueurs de nous donner une compensation équitable à ce que nous valons. C'est ça le rôle. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine que les scientifiques nous disent. Parce que si nous le disons nous-mêmes, on va vous dire, vous êtes des politiciens. Nous avons voulu que ça vienne des experts, des scientifiques, des professeurs d'université, de ceux qui sont spécialisés dans les domaines du changement climatique. Au sujet de scientifiques. Et les réunions ministérielles et la réunion... Au sujet du segment ministériel, excusez-moi. Le segment ministériel qui va avoir lieu à Kinshasa va permettre à ce que les ministres venus du monde entier puissent également préparer un document qui va être adopté, à l'instar de ce qui avait été adopté à Glasgow, ce qu'on a appelé le pacte de Glasgow. Les ministres vont se réunir à Kinshasa pour étudier quels sont les mécanismes pouvant permettre à ce que désormais nous puissions sauver le monde de la menace qui pèse sur la biodiversité, de la menace qui pèse sur l'humanité en termes de changement climatique. C'est les rôles que vont jouer les ministres qui vont venir ici. Ils vont travailler, ils vont réfléchir ensemble à travers ce que les experts vont produire à partir des Yangambi pour nous dire, ben,
qu'est-ce que nous pouvons faire réellement, étant donné que la COP 27 aujourd'hui, c'est une COP qui se tient en Afrique. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour sauver le monde? Qu'est-ce que l'Afrique peut faire? Qu'est-ce que les bassins du Congo peuvent faire? Qu'est-ce que l'Europe peut faire? Qu'est-ce que les bassins de l'Amazonie peuvent faire? Qu'est-ce que les bassins de l'Indonésie peuvent faire pour sauver le monde face à la catastrophe qui s'annonce avec le dérèglement climatique? Nous sommes arrivés au terme de notre échange et surtout, vous sentez grand. Eh bien, c'est aux téléspectateurs de juger, mais nous pouvons que vous remercier, vous tous qui nous avez donné cette opportunité de nous exprimer, mais aussi nos très sincères remerciements à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup, Durkaba Héritier Mpiana, notre grand décessoir, vous avez compris. Peut-être très prochainement, nous aurons encore notre numéro, peut-être pour savoir ce qu'ils feront lors de leur descente, en fait, différentes descentes sur terrain, Kassai, Kananga, et voilà, pour en savoir plus. Et surtout, Fondation Héritier Mpiana Pierre, on va peut-être très prochainement avoir un autre échange avec lui et vous aurez les images en appui pour confirmer réellement tout ce qu'ils font comme réalisation, comme appui et surtout pour sauver l'humanité. Ciao, à la prochaine occasion. Merci à Moron Jambi qui a réalisé cette émission. Merci à M. Bienvenant Simana, Nantel, Monsieur de la prière, Cité des Ossements, Lipen, Avenue Suisse 42 bis. Merci, vous qui avez réservé un espace pour permettre aux pasteurs, aux hommes de Dieu, de pouvoir prier calmement dans un environnement respectant des normes possibles environnementales. Et Maman Charlotte, votre épouse, Maman Annie et Kembe, vos enfants, Naomi et Keren Simbana. Merci beaucoup, Monsieur Bienvenant Simana. J'ose croire que vous allez nous appeler au numéro affiché au bas de vos petits camps pour faire vos réservations, pour prier dans un endroit calme. La rediffusion samedi à 9h. Doudou Montiri vous aime beaucoup. Ciao.